Salut vous, moi c'est Marcus et vous écoutez Un homme en retard, un podcast où il n'est jamais trop tard pour partager des histoires et parler de culture. La culture c'est ma clé d'entrée pour parler de tout avec vous, d'état d'âme, d'émotions, de politique ou de santé mentale, parce que la culture traite de tous ces sujets. Souvent seul dans ma chambre ou accompagné de belles rencontres, je digresse et vous embarque dans une petite bulle auditive. Alors installez-vous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, ceci est un épisode filmé, alors laissez-moi faire un clap parce qu'évidemment on fait de la débrouille ici, donc pensez pas que j'ai connecté mon téléphone à mon micro. Voilà. Bonjour. Nous sommes le jeudi 2 mai, il est 11h48. Pour les gens qui n'écoutent pas tous les épisodes de mes podcasts, ce qui est tout à fait normal, je ne vous lance pas la pierre. Habituellement, j'enregistre mes podcasts dans ce même endroit, c'est-à-dire ma chambre, mon lit, mais il est souvent 22h, 23h, minuit, je commence à divaguer, j'allume une bougie. Là, j'ai choisi de le faire plus tôt parce que j'en avais envie, que je me suis dit, là Marcus, t'as trop de choses à dire pour attendre, et évidemment j'ai trop de choses à dire sur Challengers. Challengers sorti en 2024, il y a 2 semaines, une semaine, très peu de temps, 2 semaines. 2 semaines. Oui, sorti il y a 2 semaines. Et qui est absolument... non, oui, 2 semaines. Ok. Anyway, Challengers de Luca Guadagnino, c'est juste... C'est juste... C'est juste magnifique. D'accord, c'est juste magnifique. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une hyper fixation, comme j'en fais très souvent, sur ce film. Voilà, ça fait 2 ans que je harcèle mon entourage sur le fait que ce film va changer ma vie. Et comme à chaque fois, il n'y a pas 36 000 issues. C'est qui tout double. C'est soit ce film va m'emporter de A à Z, va prendre mon cœur et dire tiens toi là, toi t'es à moi maintenant, je mets ton cœur dans ma poche et je me casse. Ou soit je suis affolement déçu. Et je dois dire que mes dernières hyperfixations cinématographiques ne m'ont pas déçu. On Not Poor Things, j'ai fait un épisode d'ailleurs dessus, une revue, n'hésitez toujours pas à l'écouter, et Barbie. Voilà, donc pour l'instant, on m'a respecté. On m'a respecté vis-à-vis de mes hyperfixations, et Challengers ne ne déroge pas à la règle. Alors, surtout, mesdames et messieurs, incroyable, j'ai décidé que j'allais enfin de nouveau calculer ma chaîne YouTube, et pour autre chose que des vlogs. Donc, watch me piquer une sorte de ring light à ma sœur, euh, ou si tu veux, le truc qui te permet de faire la light dans la ring ne fonctionne plus, mais juste pour que j'ai une sorte de wannabe trépied que j'ai mis sur une valise qui est près de... Enfin bref, faudrait voir le setup, c'est hilarant. Mais le retour de la vidéo, voilà, j'espère que mon téléphone va me backup jusqu'à la fin de cet épisode qui, on l'espère, ne sera pas trop long. Et en plus, vous serez fiers de moi, là il y a mon ordi sous mes yeux, et bah j'ai fait un petit plan en 3 parties sur 3 éléments, 3 choses qui pour moi font de Challengers d'ores et déjà l'un des meilleurs films de 2024, je peux déjà vous le confirmer. Et alors, je peux pas vous dire qu'il y aura pas de spoiler. Voilà, il y a potentiellement des spoilers dans cet épisode, mais c'est en réalité, avec du recul, c'est pas tant de choses qu'on ne nous apprend pas déjà dans le trailer. C'est-à-dire que c'est essentiellement des choses que vous allez voir et que vous avez déjà vu dans la bande-annonce. Et c'est des éléments sur lesquels je rebondis, mais avec un peu plus d'approfondissement. Donc bon, je ne peux que vous inviter à d'abord voir le film avant d'écouter cet épisode, mais après tout, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes, et c'est pour ça que je vous aime. Alors c'est parti, pourquoi est-ce que mon hyperfixation sur Challengers était justifiée? Have fun, you guys. Alors, déjà dans un premier temps, Challengers, en quelques mots, c'est un film de Luca Guadagnino, c'est le réalisateur de Call Me By Your Name, de Suspiria, de A Bigger Splash, qui est censé être un remake de La Piscine, et du coup je ne l'ai pas regardé parce que j'aime trop La Piscine pour regarder un remake. La Piscine avec l'excellente, l'incroyable, l'iconique Romy Schneider. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Luca? Il nous a fait We Are Who We Are, qui est une série incroyable sur HBO. C'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Voilà, c'est une série excellente où tu suis des militaires qui sont sur une base américaine en Italie.
Comment vous dire? Comment vous dire? C'est vraiment magnifique, c'est l'une des meilleures choses qu'il a pu nous pondre. Il a aussi fait Bones and All avec Timothée Chalamet et l'incroyable Taylor Russell, qui est sorti l'année dernière et qui a fait beaucoup de bien à ma vie, mais qui a plutôt été une sorte de flop au box-office. Alors pas vraiment un flop, parce qu'en même temps Lucas c'est vraiment un indie babe, tu vois, c'est un monsieur du cinéma indépendant italien. Donc ma foi, voilà, quand il fait pas un énorme score, c'est quand même un très bon score pour Lucas. Et cette année, il nous a sorti l'excellent, l'incroyable Challengers. Alors Challengers qui est déjà, à l'heure où je vous parle, le premier film aux États-Unis d'Amérique, d'accord? Donc c'est-à-dire que le film a tout dead au box-office américain. En France, je ne sais pas trop comment il se situe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'autour de moi, tout le monde ne parle que de ça. Et c'est d'ailleurs, et c'est quelque chose que je vous répète à chaque fois, notamment dans l'épisode que j'ai fait sur Barbie, il y a un peu une question de timing pour enjoy un film. Moi, c'est peut-être pour ça finalement que je vois les films en avant-première dès que j'ai la chance d'être invité à des avant-premières ou dès que j'ai la chance de pouvoir voir le film un peu en avance. Parce que déjà, je suis impatient. Je suis dramatiquement impatient quand il est question de film. Voilà, j'ai attendu parfois 2 ans, d'accord, 2 ans de production, de tournage, de je sais pas quoi. Donnez-moi le film, d'accord, donnez-moi le film. C'est trop pour moi, pitié, donnez-le-moi. Voilà, foutez-le-moi dans la bouche. I need it. Mais je pense aussi c'est pour avoir la sensation d'y aller avant d'être potentiellement altéré par la vision de quiconque. Euh, et là, je pense que c'est le bon moment. Je vais essayer de sortir cet épisode ce week-end parce qu'on est des gens sérieux et qu'on ne veut pas être trop en retard. Mais mine de rien, faut que je vous le sorte rapidement cet épisode parce que je veux pas que vous soyez trop agacés, saoulés ou barbés. Je veux que vous voyez ce film en temps et en heure. Alors Challengers, de quoi est-ce que ça parle? Donc déjà, c'est un script de Justin Krutskis. Oh my god, laissez-moi vérifier. Je visualise les lettres de son nom de famille, mais alors est-ce que je les prononce bien? Donc quand je vous dis que je vérifie les choses, donc là vous pouvez le voir. Alors Justin Krut... Alors, comment on dit? Kuritskis. Kuritskis. Justin Kuritskis. Voilà, dramaturge, ma foi, un dramaturge américain, juif new-yorkais, en couple avec Céline Sang, la réalisatrice du film de ma vie Past Lives, autre hyperfixation que j'ai eu en 2023, on s'en rappelle. Et d'ailleurs, ça, c'est un point, hein, ça fait partie des petits points que je vais vous aborder, mais on n'est pas quand même sur un film réalisé par le mari sur un trouble, un triangle amoureux, et un film réalisé par sa moitié, sa femme, sur, pareil, une relation à 3 personnes. Qu'est-ce que vous nous cachez, Justin et Céline, là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est qui la troisième personne? Est-ce que c'est moi? C'est moi? Moi, je veux bien être la troisième personne, d'accord? Voilà, je l'ai dit. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un script de Justin Kuritskis. Et c'est un script qu'il a écrit il y a un petit temps déjà, qui a donc été proposé à Luca Guadagnino par Zendaya, qui est productrice. D'accord. Et ça, déjà, c'est incroyable. Et on soutient. Moi, j'aime quand mes actrices décident de devenir productrices. Je leur donne ma moula avec grand plaisir. Et donc, je raconte encore tout, sauf de quoi parle ce film. On suit 3 personnages. Tashi Duncan, interprété par Zendaya. Le personnage de Art Donaldson, interprété par Mike Feist, que vous avez potentiellement vu dans West Side Story. En tout cas, moi, c'est là que je l'avais vu pour la première fois. Très charmant monsieur. Et le personnage de Patrick Zweig, interprété par Josh O'Connor. Alors, Josh O'Connor, c'est vraiment mon poulain, d'accord? Ça fait des années que je soutiens chaque chose qu'il fait. Il a un peu eu son big breakout avec sa performance de Prince Charles dans The Crown. Voilà, il a été tellement excellent qu'on l'a tous détesté. Et en même temps, il nous a perturbés parce qu'il était tellement mimes qu'on a fini par se dire oula, oula là là, attends, on a de l'empathie pour Charles, et puis t'es plutôt mignon avec tes petits freckles, etc. Donc, très bon acteur, très très pertinent. Et il est tellement diamétralement opposé au personnage de Patrick que ça ne peut que vous faire encore plus admirer ses compétences de comédien. Et donc, Tashi, Patrick et Art se rencontrent quand ils sont à la fin de leur lycée, voilà, lors d'un petit tournoi, je dis petit tournoi assez, comment dire, conséquent. Ils sont très bons, très prometteurs. C'est un peu l'avenir du tennis américain. Ils se rencontrent donc lors de cette compétition et à partir de là, à partir d'une soirée notamment, leur vie va s'entremêler pour toujours. Et si à la base Patrick et Tashi finissent par être en couple,
lors du film, lors des prémices du film, qui commence in media res dans l'action, on découvre pourtant que Tashi a épousé Art et qu'elle est devenue son coach. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On ne sait pas comment ces relations peuvent évoluer drastiquement à ce point, mais du coup, entremêlé entre un match, un challenger, c'est-à-dire une sorte de match un petit peu de débutant finalement pour les gens qui sont très 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 loin dans le classement international, on retrouve au sein de l'action de ce match-là Tashi, Patrick et Art qui ne se sont pas vus depuis plus de 13 ans maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce qu'on sent que vous vous parlez plus? Comment tout a pu évoluer aussi drastiquement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous trois? Et qui va gagner ce match finalement? Le match qu'on nous propose dès le début du film. Qui va gagner entre Patrick et Art? Est-ce que tout se déroule réellement sur ce terrain? Et puis c'est qui cette fille, la Tashi, qui regarde tout un petit peu comme un personnage omniscient et qui semble être l'obsession finalement de ces deux jeunes hommes qui, entre chaque balle envoyée, ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Donc bref, en fait, autour de cette action du match, on sent, on comprend, on devine une tension et un passé très très lourd. Mais qu'en est-il? Tu crois que le tennis est un moyen de t'épanouir, de t'exprimer, mais tu sais pas ce que c'est le tennis. C'est quoi alors? Tashi Duncan, elle est surclasse toute. T'as été génial aujourd'hui. Elle aura une ligne de vêtements, une fondation. Elle fera la fortune de toute sa famille. Tu vas faire quoi maintenant? Malheureusement, je sais rien faire d'autre que taper dans une balle. Je veux que tu sois ma coach. Je veux que tu sois ma coach. Ça vous arrive souvent? De draguer la même fille? Allez au lit. Mais lequel de nous deux tu... Dans ce jeu, c'est les points décisifs qu'il faut marquer. J'ai pas besoin de jouer psychologique avec toi. Allez, viens fumer une clope, il faut qu'on discute. Je fume pas. Et je te parle pas non plus. Alors voilà, Challengers, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et mon objectif en 2024, c'est être entre gros guillemets de plus en plus concis. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un plan. Et je vais mettre le titre sur la vidéo, là, genre au milieu de l'écran, comme si j'étais le meilleur réalisateur du monde. euh, Sachant qu'on est vraiment, je vous l'ai dit, sur A Scenery, qui est vraiment basique. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais m'éclater au montage, si je vais drop des memes, si je vais faire des zooms. Je ne sais pas quelle va être la DA de la vidéo. Mais en tout cas, je vais afficher les titres et je vais vous les dire à haute voix. Et la première partie dont j'aimerais vous parler, c'est The Kiss. Alors, il y a une fameuse scène qui a enflammé la toile et qui m'a enflammé. Mais qui m'a enflammé comme on n'enflamme pas grand-chose, d'accord? C'est une scène de bisous. D'ailleurs, tous les incels, là, tous ces connards, parce qu'il faut le dire, tous ces zinzins, tous ces mecs timbrés qui ont littéralement harcelé Zendaya sur Twitter et sur Instagram en disant «Oh, mais ça se fait pas, tu penses pas à Tom Holland mais vous êtes complètement timbrés, genre... What the fuck is wrong with you? Genre, laissez les gens faire leur job en fait. Les gens s'embrassent dans les films. What do you want en fait? C'est quoi votre putain de problème? Anyway, cette scène, elle est iconique pour des milliards de raisons. Mais ce qui est fou, ah oui, je ne l'ai pas précisé, c'est que moi j'ai lu le script de Challengers il y a plusieurs mois. Donc pour ceux qui l'ont pas trop suivi, pour ceux qui suivent pas trop l'actualité cinéma, en 2023, il y a quand même eu une grosse grève dans l'univers hollywoodien, une grève autant du côté des personnes qui écrivent, des scénaristes, que au niveau des comédiens. Cette grève, ça a notamment provoqué le fait que Challengers, qui devait sortir l'année dernière au même moment que l'US Open, a été décalé en 2024. Donc il y a pas mal de films et pas mal de productions qui ont été mis en pause parce que, à juste titre, l'industrie du cinéma a dit en fait fuck les gars. Genre, on en a marre. Certes, les gens nous reconnaissent dans la rue, mais on peut pas payer nos factures. This needs to stop. Donc du coup, moi, quand je découvre que je vais pas pouvoir bouffer Challengers comme je l'avais prévu en 2023, j'hésite. Est-ce que je me jette dans la scène? Est-ce que je pleure? Enfin, quelles sont mes options? Et là, quelqu'un sur Twitter décide de leaker le script. Incroyable. Alors, je dis leaker, mais il faut savoir, il faut sachez, comme dirait Amélie Netten, que
il y a plusieurs sites sur internet qui vous permettent de télécharger des scripts. Moi, je me suis fixé comme objectif en 2024 de commencer un peu à me lancer dans l'écriture scénaristique et donc je bouffe du script en ce moment. Et par exemple, sur internet, tu peux en libre accès trouver le script d'anatomie d'une chute, par exemple. Tu peux trouver le script de Saltburn, comme ça tu verras qu'il est vraiment nul. Oups, there you go, I've said it. Tu peux trouver n'importe quel script. Là, j'essaye de choper le script de Past Lives, afin que justement ma vie puisse enfin être complète. Et donc, il y a quelques mois, je tombe sur Twitter sur le script de Challengers. Et qu'est-ce que je décide de faire? De le lire. Voilà. En plus, ce qui est hilarant, c'est que le lien a été supprimé au bout de 48 heures. Donc, je peux vous dire que pendant 2 jours, je n'ai fait que lire le script de Justin Kuritzkis. Et du coup, vous pourriez vous dire, mais Marcus, tu savais exactement ce qui allait se passer dans le film, de A à Z. Et c'est ça qui est incroyable. J'imagine que c'est la même chose avec le théâtre. C'est que voir ces mots être retranscrits et littéralement embarqués, habités, animés par Luca Guadagnino, c'est juste excellent. Et dans ce script, ce qui se passe là, ce magnifique bisou qui a enflammé la toile, il n'existe pas. Et c'est ça qui est incroyable en fait. C'est que Luca, on lui a dit hey, tu veux pas lire ce script? Il l'a lu et il l'a lu comme moi je l'ai lu. Il l'a lu en mode ce triangle amoureux là, il y a quelque chose qui n'est pas assez tiré, mais moi je vais le montrer. Et en fait, je trouve que la compréhension de chacun des personnages et de chacune des dynamiques entre ces 3 personnages, elle s'explique, elle se comprend, elle nous est présentée à travers ce baiser dans cet hôtel. Et donc pour remettre dans le contexte, Art et Patrick ont vu Tashi Duncan jouer. Et dès qu'elle est arrivée sur le terrain, ils sont tous les deux devenus obsédés par elle. Ils l'ont trouvée gracieuse, pertinente, forte, excellente, irrévérencieuse. Irrévérencieuse, vous avez vu, c'est un mot que j'arrête pas de sortir en ce moment parce que je le trouve génial ce mot et il veut tout dire en fait. Tashi Duncan ne s'excuse pas d'exister. C'est un personnage qui a été basé dans le mood board un petit peu pour la créer. Il y avait notamment la femme de Roger Federer, il y avait évidemment Serena Williams, Venus Williams, tu vois. C'est une femme afro-américaine forte qui s'excuse pas d'être là. Elle sait très bien que le tennis sur le papier c'est pas un monde qui a été fait pour elle et pourtant elle est là pour slay. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Art et Patrick, on est en 2006 à ce moment-là dans le film, la regardent jouer, ils sont en transe quoi. Ils tombent amoureux d'elle tous les deux au même moment. Et donc par la suite, il y a une petite soirée sur Long Island, tu vois. Ce que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié parce que on a un peu la sensation avec Luca Guadagnino qu'il y a quelque chose de toujours très estival, quelque chose de très chaud, quelque chose qui fait du bien au cœur. Moi je sais que chaque année je regarde Call Me By Your Name, notamment en été et parfois en hiver quand j'ai envie de me jeter par la fenêtre parce qu'il fait trop froid et qu'en France l'hiver dure 6 mois maintenant à cause du réchauffement climatique. Et donc il y a quand même un truc fou avec les films de Luca Guadagnino. Il arrive à créer quand même une dimension qui... T'as l'impression qu'à chaque fois, il est en Italie, mais peu importe ce qu'il nous filme. Il nous emmène en Italie. Je suis en mode, mais Luca, t'as trop raison. My boy, mon amour, prends ma main, emmène-moi en Italie. Moi, je suis trop chaud, tu vois. Et donc, bon... En effet, c'est un sport extrêmement sensuel le tennis, tu vois, mais même quand il nous filme Long Island, il arrive à nous vendre quelque chose de waouh, tu vois, genre ok, il nous les met près de la mer, les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable. Et donc, les garçons se disent on n'a plus rien à perdre, on est amoureux de cette fille de toute façon, on l'invite dans notre chambre d'hôtel, si elle veut venir, tant mieux. Et ils sont persuadés qu'elle viendra pas et elle vient. Elle arrive, et en fait, je trouve que tout de suite, on arrive à comprendre la psychologie des personnages dans cette petite chambre d'hôtel. Parce qu'en fait, Tashi s'amuse. Tashi, elle s'amuse. Tashi, c'est une génie du tennis et elle cherche des gens avec qui s'amuser. Elle voit que les garçons sont apparemment intéressés par elle, mais elle soupçonne quelque chose d'autre. In fine, ce qui lui a plu, c'était ce duo. Elle a été intriguée parce qu'ils étaient deux. Dans le monde du tennis, on appelle Art et Patrick Fire and Ice. Et Fire, c'est Patrick, Ice, c'est Art. Et donc, en fait, dès le début, elle est intéressée par cette dualité. C'est ça qui l'intéresse. Et puis, elle nous le dit tout de suite, mais je reviendrai dessus. Tennis is a relationship. Donc, elle est intéressée par cette relation qui se passe entre les deux. Cette relation qui va en plus prendre un tournant différent parce que dans ce tournoi
avec lequel on nous invite, avec lesquels on nous présente les personnages en 2006, au début, ils faisaient ce qu'on appelait un double. Je crois que c'est comme ça, les gens du tennis, help me. En tout cas, ils jouaient en duo, vous voyez, ils jouaient 2 face à 2, tu vois, ils étaient 4 sur le terrain. Sauf que là, ça y est, le lendemain, juste après cette soirée dans l'hôtel, ils vont s'affronter. Et donc Tashi, très rapidement, on comprend qu'elle aime le challenge. Ce film Challenger, il porte bien son nom. Tashi est un challenge, elle a un challenge pour les garçons, mais surtout, she's craving for that. She wants to be stimulated, en fait. Tashi Duncan, comme toute personne trop forte et trop excellente dans ce qu'elle fait, s'ennuie. Et elle cherche des gens qui vont pouvoir être à sa hauteur. Et on en connaît plein des gens comme ça. Lors de cette scène, voilà, on voit que les garçons, qui sont meilleurs amis, y a pas de souci, qui se connaissent depuis qu'ils ont 12 piges, sont tous les deux émoustillés par la présence de Tashi. Et puis ensuite, il y a ce baiser partagé. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'écrire là-dessus, un peu sur l'homo-érotisme. C'est-à-dire que il y a tellement de films que j'ai pu voir dans ma vie qui datent des années 80-90 et je me dis, mais c'est fou, ces films sont fondamentalement gays, ces films sont fondamentalement queer. Et avec ma lecture d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible, this is so fucking gay. Mais tu vois, il y a cette zone de gris, tu vois, cette zone grise qui est souvent pas vraiment traitée, on veut pas rentrer dedans, et donc du coup on laisse souvent plein de personnages qui ont des relations relativement homo-érotiques. Attendez, pause. Ok, le problème technique parce qu'il y avait absolument plus de place sur mon téléphone. On va refaire un clap. Voilà. J'ai oublié. J'ai oublié où j'en étais. Qu'est-ce que je racontais ? En tout cas, j'étais sur le bisou et j'étais sur le fait que toutes les dynamiques, elles sont présentes en fait et tout est déjà clair à partir de ce bisou. Et aussi finalement, la dynamique de rivalité entre les garçons, elle va naître de ce baiser. Parce que elle, ce qu'elle a envie de voir, c'est les deux garçons s'amuser. Elle suspecte une sorte de tension et d'attirance entre les deux. Elle n'a pas tort. Et une fois qu'elle a l'impression de s'être amusée avec eux, bon bah, elle s'en va. Et ils lui disent, bah non, on veut ton numéro de téléphone. Et elle dit, bon bah si vous voulez mon numéro de téléphone, bah vous avez qu'à gagner le match demain, quoi. Celui qui gagne le match, je lui donne mon numéro. Et c'est à partir de là que tout finalement prend un tournant différent, parce que cette dynamique de devoir se battre pour Tashi, cette dynamique de toujours remettre en question son ego, sa pertinence et, oserais-je dire, sa valeur, tout ça va prendre place et va naître après ce baiser. Et c'est ça qui est fou, quoi, qui est complètement dingue. Alors, après, dans mon petit chapeau, le deuxième point que j'avais envie de vous aborder, c'était donc que le tennis est une relation. Tennis is a relationship. Ça vient pas de moi, ça vient de Tashi Duncan, qui finira par devenir Tashi Donaldson quand elle va épouser Hart. Et en vrai, je trouve que c'est tellement smart et tellement pertinent, parce que finalement, quand tu regardes des grandes performances de match, il y a réellement une sorte d'alchimie entre ces deux personnes qui pourtant ont envie de, entre gros guillemets, s'écraser mutuellement. Il y a quelque chose de fou parce que elles sont là, au même endroit, au même moment, et elles vont essayer de deviner ce que celui d'en face va faire, de deviner ce que celui d'en face veut. Il y a une notion un petit peu d'osmose qui se crée, parce que autant que l'objectif c'est gagner face à quelqu'un dans une performance que tu partages. C'est-à-dire que mine de rien, il y a quand même une sorte de danse. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, parce que finalement, autant Zendaya que Mike Feist, ce sont des danseurs. Et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se rapprochait de la comédie musicale, parfois, dans certains plans du film. Il y avait vraiment une sorte de fluidité. Et en fait, pour moi, il y a un échange, en fait. Il y a un échange avec la personne d'en face. C'est un échange qui est aussi beaucoup rythmé et qui finalement s'apparente à une valse, en fait, pour moi. Il y a une sorte de valse qui est en train de se produire sous nos yeux sur un terrain, et
Et pour moi, c'est vraiment le tennis de l'érotisme sur terre battue, quoi. C'est vraiment ça. Et ce film, c'est ce que c'est. C'est un film où il n'y a aucune scène graphique. Là, au stade où on se parle, j'ai toujours envie d'aller voir le film avec ma mère, mais en même temps, je suis effrayée parce que moi, j'ai l'impression que ce film était relativement sexuel. Et en même temps, il ne se passe rien. La chose la plus intense qui se passe, c'est un bisou, quoi, tu vois. Mais pour autant, il y a quelque chose de relativement érotique. Attendez. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que quelqu'un sonnait chez moi. Il y a un érotisme qui est palpable, qui est indéniable, et je dirais qu'il est d'autant plus présent sur le terrain. Ce qui se passe entre Art et Patrick, c'est waouh, en fait, tu vois. C'est réellement quelque chose qui relate, qui relève de la tension. Et je trouve ça complètement fou que Luca ait réussi à lire ça, parce que finalement, moi, quand j'ai lu le script, j'aurais pas pu deviner à quel point ce film allait être hot. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que le film allait être hot parce que de toute façon c'était Luca. Donc Luca allait pas faire un film qui allait être naze et comment dire barbant. Genre je le savais. Mais il a vraiment réussi à lire à travers les lignes une intensité qu'il a par la suite réussi à expliquer et à retranscrire à Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont les deux génies qui ont fait la bande-son du film. Et pardon, mais parlons de cette bande-son. Là, je vais vous mettre des extraits des musiques, mais ça fait vraiment 3 semaines, parce que la bande-son était déjà sortie avant le film, que j'écoute en boucle. J'écoute en boucle la musique, d'accord? Je l'écoute en boucle, c'est ton. J'en peux plus, ça m'anime. Si cet été, il n'y a pas un seul DJ qui met ça comme musique, je pète un câble. Ça suffit en fait, cette musique est juste géniale. Et évidemment, mais c'est hilarant en fait. Mettre de l'électro avec une inspiration Donna Summers, tu vois, et en même temps scène techno-allemande et berlinoise, tu vois, combiner les deux, quelque chose de glamour et de relativement humoristique. Je trouve ça fou d'avoir pensé à ça, parce que oui, ce film est drôle, ce film flirte entre plusieurs genres comme une relation. Et en fait, c'était bien. Et comme dans une relation, on voit plusieurs dynamiques qui sont en train de changer, d'évoluer. Parce que je pense que dans une relation, rien n'est linéaire. Un jour, j'ai posé cette question à mes parents. Je leur ai dit, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aime plus que l'autre dans un couple? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre? Et je me souviens plus exactement de la réponse de mes parents. Je me souviens qu'ils m'ont dit que comme toute relation humaine, il y a des fluctuations, et peut-être qu'à un instant T de la relation, quelqu'un va donner plus ou quelqu'un va attendre plus, et après ça va shifter, ça va avancer, ça va évoluer. Et c'est aussi ça une relation, c'est un partenariat. It's a partnership. Et moi, c'est vraiment comme ça que je visualise l'amour, comme un partenariat. Et c'est pour ça que je suis dans mon célibat, parce que je ne me sens pas d'être le partenaire de quiconque. Mais je sais que j'ai grandi avec ça, cette idée que, voilà, à travers les hauts et les bas, cette personne, elle va te soutenir. Et donc parfois, peut-être que c'est toi qui vas être la béquille. Et parfois, cette personne, ensuite, elle sera la béquille dans 5 mois. Et parce que c'est ça, une relation. Il y a vraiment ce partage, tu vois. Et je trouve que, pareil, à travers le tennis, à travers ce film, on ressent vraiment les dynamiques des relations en fait amoureuses. On sent comment entre Art et Tashi, qui vont finir par se choisir, qui vont finir par s'épouser, que c'est tellement complexe. Là, avec grand plaisir, tous les jours sur Twitter, je vois des gens qui sont en mode Team Art, Team Patrick, Team Tashi. Alors déjà, moi je suis absolument Team Tashi, et je suis surtout Team Trouble, mais ça, c'est le 3e point de ma vidéo, donc je vais pas trop en parler. Mais on ne peut pas lire cette relation amoureuse, la relation de Art et de Tashi, comme la relation de Art et Patrick, et comme la relation de Patrick et Tashi, de façon simple et linéaire. Je trouve que Justin Kuritsky nous a vraiment offert des personnages qui sont complexes et intrigants, et qui ne sont pas forcément expliqués. Ce qui ne me dérange pas. Parce que d'ailleurs, j'ai vu une vidéo YouTube de 2 frères jumeaux qui s'appellent The Oscar Experts. Et en fait, ils parlent de films et de leur potentiel à Oscar, etc. Et l'un des frères disait bah ouais, mais moi j'ai bien aimé, mais juste parfois j'ai pas trop compris pourquoi le personnage de Tashi était à ce point-là méchante. J'aurais aimé qu'on m'explique d'où venaient un petit peu ces dynamiques. Et moi j'étais en mode, en fait j'aime bien qu'on me serve pas tout sur un plateau. Et je trouve que on perd de plus en plus cette capacité à réellement
travailler notre cerveau? Est-ce qu'on est obligé de nous dire, eh ben en fait, il y a 5 ans, il s'est passé ça, et c'est pour ça que les personnages, ils sont comme ça. Mais non, en fait. Parfois, je trouve ça génial de juste devoir assimiler une réalité et comprendre. Parce qu'on le fait tous. On le fait tous dans la vie de tous les jours. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un café, voir un couple s'asseoir à côté de vous, et vous sentez qu'il y a un truc, vous sentez que ce couple qui a une histoire, qui a un passé, là, aujourd'hui, c'est tendu. Et ça vous a jamais amusé de vous dire, bah moi je pense que c'est peut-être tendu parce que si, et parce que ça, et parce que si, et parce que ça. Moi j'adore conjecturer. J'ai pas besoin qu'on me dise, alors, il y a 10 ans et 3 jours, Tachi s'est senti vexé, et si, et ça. Non. Je trouve ça génial qu'en fait, quelques petits soupçons soient juste, entre guillemets, éparpillés dans le film. Et nous, on est censé avoir notre propre lecture. J'adore ça. J'adore quand les réalisateurs ne cherchent pas à me foutre une cuillère dans la bouche, tu vois. Et j'aime la complexité de ces personnages. J'aime à quel point finalement Tachi, parce qu'on ne l'a pas encore précisé, qui se blesse à Stanford lors d'un match et du coup voit sa carrière partir sous ses yeux. J'aime voir comment finalement la relation qu'elle a avec ses garçons, elle est particulière parce que maintenant elle vit le tennis à travers eux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette rancœur et cette animosité vis-à-vis de Hart, parce qu'elle voit qu'il n'a pas la dalle. J'ai la dalle, Shai. Elle voit que Hart n'a pas la dalle et elle aurait tout donné. Elle aurait tout donné, elle aurait pu tuer pour être à sa place. Et je trouve ça hyper intéressant de voir la complexité de cette relation, de voir à quel point ça nous est pas donné, mais à un moment, il faut se creuser la tête, parce qu'il n'y a aucune relation qui est simple, aucune relation qui finalement pourrait être aussi claire et aussi comprise en 2 heures. Et je trouve ça fou, et je trouve ça génial, parce que le tennis est réellement utilisé comme un lit pour des performances érotiques que comme une thérapie. Tout se passe sur ce terrain, tout se passe entre ce filet et Hart et Patrick et Tachi qui, sans être sur le terrain, est pourtant omnisciente, elle est partout. On ne peut pas faire sans elle, ils ne peuvent pas faire sans elle. Et ça, c'est génial. Bon, ensuite, je parle de mon 3e point, qui est The Throuple Theory. Il faut savoir que les triangles amoureux, c'est quelque chose qui me barbe la plupart du temps. Fallait me voir, hein, j'avais 12 piges devant Twilight, je voulais vraiment péter les plombs. J'étais en mode « Ah, this is boring !» Je trouve que c'est vraiment un truc emmerdant parce que c'est souvent mal réalisé. À vrai dire, c'est souvent 2 garçons qui courent après une fille comme ils pourraient courir après une balle. Et souvent, cette fille semble complètement dénuée un petit peu d'intention. Je trouve ça boring, ennuyant et rarement exploité de la bonne façon. Évidemment, leave it to Luca Guadagnino to change my mind. Parce que là, ce qu'on a sous nos yeux, ce n'est pas qu'un triangle amoureux, c'est un trouble, d'accord? Je vous le dis, je vous l'explique, c'est 3 personnes qui sont faites pour s'aimer mutuellement et être ensemble. J'ai vu un tweet qui m'a fait péter les plombs de rire, j'ai tellement rigolé. Le film, du coup, quand il commence en 2019. On évolue entre 3 temporalités, 2019, 2011 et 2006. Et il y a quelque chose qui me fait énormément rire. Quelqu'un a dit, vous pensez qu'ils ont passé le confinement tous les 3 après le film ? Moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, ces 3-là, à la fin du film, ne pensez pas qu'ils vont chacun repartir de l'autre côté. Hein. Pensez pas qu'ils vont chacun se séparer. Pensez pas que Hart va divorcer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pathétique, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parfois de voir des hommes pathétiques à l'écran, pathétiques et amoureux. Hart sans Tachi, absolument pas. Et en même temps, vous voyez bien que Hart sans Patrick, ça n'a pas trop bien fonctionné non plus. Patrick, il a besoin aussi, il a besoin de Tachi, il a besoin de Hart, il a besoin de ces deux personnes. En fait, ils ne sont complets, ils ne sont pertinents et ils ne sont sains que quand ils sont tous les 3. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un trouble. Waouh, waouh, quelle belle représentation des troubles. C'est intéressant, c'est génial. C'est pas de la Merde de gaucho. Ça suffit, arrêtez tout de suite, je vous arrête. C'est juste que là, on voit la réalité d'une relation qui est complexe et c'est vrai. Il y a des gens parfois, it makes sense only if they are 3. Et à la fin de ce climax, au moment où Tachi, qui pour la première fois, depuis 13 ans, depuis la dernière fois qu'elle s'est blessée sur le terrain,
crie comme un orgasme parce qu'elle est heureuse. Elle est heureuse, elle a enfin vu some good fucking tennis. Et surtout, elle est heureuse parce qu'elle voit Art et Patrick Fire and Ice enfin se retrouver, se sourire. Ce qui se passe à la fin, non, 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 non. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, ceci est un trouble. Un trouble, mesdames et messieurs. Ils ont pris Patrick, ils l'ont foutu chez eux. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, à travers le concept du trouble dans les films et dans la fiction et dans la série, à travailler. En réalité, oui, évidemment, déjà une relation avec un autre être humain, c'est déjà compliqué de base. Parce que toi, tu es un être humain instable et tu as décidé de miser et de tenter de t'investir et de t'ouvrir et de baser une partie de ta stabilité sur une autre personne qui est tout aussi instable que toi. Donc imaginez rajouter un troisième élément. Tu te dis, mais what the fuck? What do you mean? Mais en fait, ces trois personnages, ils sont timbrés. Ce que j'ai aimé pendant ce film, c'est qu'à aucun moment je me suis dit, oh, lui, il est vraiment sain. Non, non. Les trois sont fucked up. Et évidemment que c'est... Alors, attention, pause. Je dis pas que toute personne en trouble est fucked up. Hein. Je veux pas que le syndicat des personnes en trouble chope mon col. Je ne doute pas que ça fonctionne pour plein de personnes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ces trois-là ont un cerveau, une psyché si particulière qu'évidemment, ça fonctionne que quand ils sont tous les trois. Et j'ai adoré voir ça. J'ai adoré voir ça. Et vous savez quoi? J'ai adoré voir comment, finalement, parce que j'en suis persuadé, Tashi a réfléchi et programmé ce Challengers et l'inscription de Art à ce Challengers pour que toute cette dynamique puisse se produire. J'ai adoré voir comment elle a tout manigancé parce que, in my book, elle a tout manigancé. J'ai adoré voir, finalement, son plan prendre sens. Oh, c'était bien, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir. Je peux vous dire que déjà, c'est un film auquel j'ai mis 4,5 ou 4. J'ai mis 4 sur 5. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis 5 sur 5 ? Parce que je crois que j'aurais voulu autre chose. Une autre petite scène. Me demandez pas laquelle. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu. Peut-être que j'aurais voulu, un peu comme à la fin d'un film Marvel, qu'à la fin des crédits, on les retrouve tous les trois, assis sur un lit. Et juste, ils se sourient. Et il se passe rien, ils s'embrassent même pas. Juste, voilà, les trois ensemble, de nouveau épanouis. Ou je sais pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu une dernière scène, une dernière toute petite scène qui pour moi aurait fait office d'épilogue. J'aurais bien aimé une sorte d'épilogue. Et en même temps, c'est une très bonne fin, mais... Et peut-être que si je le revois, et je vais sûrement le revoir, parce que de toute façon, cette hyperfixation ne s'arrête pas. Elle n'est pas prête de s'arrêter, d'accord ? Mais je pense que j'ai l'impression, en sortant du film, que je me suis dit « Ah, c'était tellement bien que j'aurais voulu encore autre chose. J'aurais voulu que ça continue. » J'ai absolument pas vu le temps passer, by the way. Et ce que j'ai aimé, et ceci est une petite référence, petit shout-out to Amaury, @ le cinéma d'Amaury, qui est un créateur de contenu qui parle de culture et de cinéma. Amaury parlait de Challengers en disant que c'était comme un rapport sexuel, avec une variation des rythmes. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça, en fait. Je vais terminer là-dessus. Je me permettrai pas de vous apprendre à faire l'amour, hein, mais une bonne relation sexuelle, c'est pas faire c'est varier les plaisirs. Et parfois, c'est les préliminaires. Parfois, c'est suggéré. Et ce film arrive à nous mettre dans des états pas possibles sans pour autant rentrer dans le dur. Parce que c'est pas ça forcément le plaisir. Et à travers une sensualité qui est travaillée et qui est rythmée par cette musique endiablée, on arrive à être embarqué dans un univers et à tout oublier. Et moi, je vous l'ai déjà dit, ce que j'aime quand je vais au cinéma, c'est oublier ce qui se passe dehors, c'est oublier ce qu'il y a derrière ces murs. Et c'est absolument ce qui s'est passé. Alors voilà, pour ça, je ne peux que vous inviter à voir le film si ce n'est pas déjà le cas, mais je vous souhaite quand même d'avoir vu le film avant d'avoir écouté cette revue. Et avec du recul, là, je réfléchis, j'ai pas spoil grand chose, donc peut-être que vous avez écouté cette revue sans avoir vu le film, mais vous auriez eu raison. Voilà, je peux que vous inviter à voir ce film, il est génial, il est incroyable, j'irai le revoir, film de l'année, voilà.
tennis court. Voilà, toute l'année, vous allez voir des gens s'habiller comme s'ils étaient à Roland-Garros. Et moi, c'est déjà le cas. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Oui. Bisous, c'est tout pour moi. Vous venez d'écouter le dernier épisode d'Un homme en retard. C'était trop cool, enfin du moins j'espère pour vous que ça a été cool d'écouter cet épisode, mais en tout cas j'ai aimé partager tout ça avec vous. Et n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à me faire vos retours et à en parler notamment sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, TikTok et sur YouTube.